Donc, si vous êtes devant un patient, vous me recevez maintenant? Donc, on va prendre le partage. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Très bien. Donc, si vous m'entendez, donc je reprends. Donc, si vous êtes devant un patient qui présente un diabète sucré type 1, par exemple, et après 2-3 ans, il vous développe une maladie de base d'eau. Vous allez suspecter une polyendocrinopathie auto-immune chez lui. Et donc, vous pouvez faire des contrôles annuels des anticorps, par exemple une FNS annuelle à la recherche d'une anémie mégaloblastique. Vous pouvez faire un dosage, par exemple, du cortisol ou des anticorps anti-21 hydroxylase à la recherche d'une insuffisance rénalienne chronique, etc. D'accord? La 8e question. Puisque j'ai perdu le fil de la conversation, vous me reposez vos questions, s'il vous plaît, que vous avez posées tout à l'heure. La 8e question, c'est le mécanisme d'hyperprolactinémie de déconnexion. Le mécanisme de l'hyperprolactinémie de déconnexion. Je vous fais un petit rappel sur la fonction hypophysaire. Si vous vous rappelez, ou bien si vous avez revu vos cours récemment, vous allez trouver qu'au niveau de l'hypophyse, donc l'hypophyse, elle est située au niveau de la selle turcique. Et c'est une glande qui est reliée à l'hypothalamus par la tige pituitaire. Au fait, la tige pituitaire, c'est quoi? Ce sont les axones des neurones de l'hypothalamus. C'est un ensemble de neurones, l'hypothalamus. Donc, c'est un ensemble de neurones qui va se prolonger vers l'hypophyse. Donc, les axones de ces neurones se prolongent vers l'hypophyse où ils vont déverser donc le contenu sécrété par les neurones hypothalamiques au niveau de la circulation hypophysaire pour stimuler ou inhiber donc les sécrétions hypophysaires. La posthypophyse est un réservoir de l'hormone antidiurétique et de l'ocytocine, on n'en parle pas. L'antéhypophyse, elle est constituée de 5 types cellulaires, donc les cellules corticotropes, lactotropes, gonadotropes, thyriotropes et somatotropes, plus les cellules lactotropes. Donc, on a 6 types de cellules hypophysaires avec leurs hormones donc sécrétées respectivement. Toutes les hormones hypophysaires sont stimulées par l'hypothalamus, sauf la prolactine qui est inhibée par la L-dopa hypothalamique. Ce qui fait que la CTH va être stimulée par la CRH hypothalamique via la tige pituitaire qui vient stimuler la sécrétion de la CTH. La GnRH va venir par le biais de la tige pituitaire stimuler la sécrétion de la FSH-LH. On a la TRH qui va stimuler la sécrétion de la TSH. On a les polypeptides qui vont venir stimuler la sécrétion de la GH, l'hormone de croissance. Uniquement la prolactine va être inhibée par la L-dopa hypothalamique, c'est-à-dire l'hypothalamus sécrète la L-dopa qui va être véhiculée via la tige pituitaire pour inhiber la sécrétion de la prolactine. Ce qui fait, si vous avez un taux élevé de prolactine dans le sang, une hyperprolactinémie, vous allez avoir 2 explications de cette hyperprolactinémie. Soit que le flux inhibiteur de l'hypothalamus, qui est le L-dopa, ne parvient plus à l'hypophyse, c'est-à-dire il n'y a plus de L-dopa qui arrive de l'hypothalamus. C'est pour ça que le taux de prolactine s'élève puisque les cellules lactotropes continuent à sécréter la prolactine. Soit que les cellules lactotropes, donc s'hypertrophient, s'hyperplasient, elles sont le siège d'une tumeur, donc d'un adénome, qui va sécréter la prolactine en excès et qui ne répond plus donc à l'inhibition hypothalamique par la L-dopa.
Donc l'hyperprolactinémie, soit c'est dû à une hyperproduction par les cellules lactotropes de façon anarchique, c'est l'adénome donc de la prolactine, soit c'est une hyperprolactinémie fonctionnelle due à une stimulation indirecte des cellules lactotropes hypophysaires, soit c'est dû à l'absence donc d'inhibition hypothalamique de la sécrétion de prolactine. Cette absence cette absence donc d'inhibition, on va parler de ce qu'on appelle une hyperprolactinémie de déconnexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'hypophyse, les cellules lactotropes de l'hypophyse ne sont plus connectées à l'hypothalamus. C'est pour ça qu'on va avoir une hyperprolactinémie. Il y a absence de contact, de connexion entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Et généralement, cette hyperprolactinémie de déconnexion, elle va être due à ce qu'on appelle soit une section de la tige pituitaire, donc la tige pituitaire est coupée, donc le flux nerveux ne parvient plus, soit à une compression de la tige pituitaire. C'est ça l'hyperprolactinémie de déconnexion. Donc, personne ne m'a reposé la question concernant les facteurs de risque cardiovasculaire dans les dyslipidémies parce que je n'ai pas compris la phrase. Hein? D'accord? Donc, j'attends toujours la reformulation de la phrase. Dans le schéma de facteurs de risque cardiovasculaire, au cours de dyslipidémie, on considère que les noms sont modifiables. Je n'ai pas compris. Donc, je vais répondre aux questions qui viennent d'être posées. C'est quoi l'intérêt de l'HB glyqué? C'est quoi le flush syndrome? Les indications de chirurgie en cas d'hyperthyroïdie? Quelles sont les indications de l'érathérapie dans la maladie de Basedow? L'intérêt de l'hémoglobine cliquée, c'est le suivi donc, du contrôle glycémique chez un patient diabétique. C'est-à-dire, ça me donne une idée sur l'équilibre glycémique trimestriel chez le patient diabétique. L'HB glyqué, c'est quoi? C'est le pourcentage d'hémoglobine qui a subi une glycation. Je reprends un petit peu la physiopathologie, le métabolisme glucidique. Rappelez-vous que l'organisme bête est discipliné. Donc, le glucose, c'est le substrat énergétique qui doit être utilisé par la cellule, qui doit être à l'intérieur des cellules. Donc, on ne doit pas le retrouver comme ça dans le plasma. Quand le taux de glucose dans le plasma s'élève, donc il y a une hyperglycémie, et que la cellule n'utilise pas ce glucose en excès, le signal va partir aux différents, donc au cerveau et aux différents mécanismes de défense de l'organisme. À partir d'un certain seuil de glycémie, il va y avoir autorisation du rein à perdre du glucose dans les urines. Le glucose, c'est notre pétrole. On n'est pas censé l'uriner, on n'est pas censé le jeter dans les urines. Si la glycémie s'élève au-dessus de 1,80 g par litre, le rein a l'autorisation de laisser passer, de laisser filtrer le glucose pour donc diminuer cette glycémie. Donc l'hyperglycémie, la première conséquence d'une hyperglycémie, c'est la glucosurie qui va avoir un appel d'eau, polyurie, d'où la polydipsie, etc. Si la glucosurie est dépassée, c'est-à-dire que si on ne refiltrant plus le glucose au niveau des reins, on continue à avoir d'hyperglycémie, l'organisme va s'organiser pour essayer de normaliser la glycémie, pour faire entrer le glucose à l'intérieur de la cellule. La cellule utilise ce dont elle a besoin pour produire de l'énergie et va stocker le reste sous forme donc de substrat énergétique, notamment le glucogène au niveau du foie et les triglycérides au niveau de la cellule adipeuse et au niveau du muscle. Donc triglycérides, donc associant du glucose avec des acides gras. Si cela n'est toujours pas efficace, il va y avoir glycation des protéines. La glycation des protéines, c'est-à-dire que la protéine va prendre des molécules de glucose qui vont être associées à cette protéine qui devient glyquée. Donc toutes les protéines de l'organisme vont être glyquées. Mais ce qu'on peut doser, nous, c'est l'hémoglobine glyquée. Pourquoi on va doser l'hémoglobine glyquée? Tout simplement parce que l'hémoglobine a une durée de vie qui est longue, de 90 à 120 jours, donc de 3 à 4 mois. Donc, quand on dose l'hémoglobine glyquée, on va apprécier
Donc, le niveau de glycation de l'hémoglobine les 3 mois précédents, donc les 90 jours précédant le prélèvement. C'est une moyenne. Donc, l'intérêt de l'HB glyqué, c'est le suivi du contrôle glycémique chez le patient diabétique. C'est pour contrôler le traitement. Une HB glyquée à elle seule ne permet pas de poser le diagnostic du diabète sucré. Même si on a tous les signes cliniques en faveur, on doit avoir, en plus de cette HB glyquée élevée, un taux de glycémie qui dépasse les 2 grammes pour parler de diabète sucré. D'accord? Donc l'HB glyqué, l'intérêt de son dosage, c'est le suivi du contrôle glycémique chez un patient diabétique. Ça me donne une moyenne. Je vous donne un exemple. Avant l'avènement de l'HB glyqué, du dosage de l'HB glyqué, on contrôlait les glycémies chez les patients. Allô? Raja, un est poste 1 au niveau d'être à côté du chef département. Je suis toujours en cours. Chef département, le secrétaire. Ouais. Pour faire rapide, si un patient diabétique auparavant, c'était les glycémies capillaires, la glycémie veineuse, agent et postprandial. Si le patient était sous régime libre, ne prenait pas son médicament, une semaine avant son contrôle chez le médecin, il fait un régime draconien, il a des glycémies capillaires parfaites, il va faire son prélèvement pour glycémie veineuse à agent, et donc il va prendre à son médecin un bilan tout à fait correct. Ça m'est arrivé personnellement avec un oncle. Donc des glycémies parfaites, il sort de chez le médecin qui ne lui change pas de traitement et il reprend son régime alimentaire libre. Et il est toujours en hyperglycémie. Mais s'il fait une HB glyquée, même s'il avait fait 1 mois, 15 jours de régime draconien, l'HB glyqué va revenir élevé s'il était en hyperglycémie, puisque c'est la moyenne des 3 derniers mois. D'accord? Eh ben, le taux d'HB glyqué dépend de l'HB total, c'est-à-dire si votre patient est anémique, par exemple, il a un taux d'hémoglobine qui est déjà bas, donc l'HB glyqué va être basse, puisque l'HB total est déjà basse, et vous allez avoir de faux négatifs de l'hémoglobine glyquée. Il y a plusieurs situations de faux négatifs ou de faux positifs. Le Flash syndrome, donc c'est une crise vasomotrice, donc on a une bouffée de chaleur, de rougeur, qui est due donc notamment à plusieurs paramètres, notamment donc à une décharge de catécholamine par exemple, ou bien une décharge donc de thyrocalcitonine que vous avez vu sûrement dans le carcinome médulaire de la thyroïde. Les indications de chirurgie en cas d'hyperthyroïdie, donc la chirurgie va être indiquée si le traitement antithyroïdien de synthèse ne peut être envisagé parce que le patient présente des contre-indications, parce qu'il présente des effets secondaires graves qui réapparaissent à chaque fois qu'on réintroduit le traitement médical antithyroïdien de synthèse. Donc, si le patient ne répond pas aux antithyroïdiens de synthèse, il y a des patients qui prennent leur traitement, bonne observance thérapeutique, mais qui ne répondent pas, ce qu'on appelle la résistance au traitement, donc aux ATS antithyroïdiens de synthèse. Donc, si échec donc, de traitement antithyroïdien, on va passer à la chirurgie. Dans la maladie de Basedow, le traitement de première intention, c'est un traitement médical, une cure de 18 mois. Si au bout de 18 mois à l'arrêt du traitement, votre patient récidive, lors de la première récidive, on reprend un traitement médical. S'il récidive une deuxième fois, ça veut dire qu'il a besoin d'une cure radicale et là, on va opter pour la chirurgie, surtout si l'irathérapie est contre-indiquée. Par exemple, un goitre de gros volume, donc il aura besoin d'une grande dose, donc une forte dose d'iode radioactif, donc il y a un risque d'irradiation secondaire et on va opter pour la chirurgie. Quelles sont les indications de l'irathérapie dans la maladie de Basedow? Donc, comme je viens de le dire, c'est l'échec donc au traitement ATS, résistant au traitement ATS, ou bien deuxième récidive, c'est-à-dire le patient fait sa cure de 18 mois, il est guéri, 6 mois après, il refait un épisode d'hyperthyroïdie, on reprend une cure de 18 mois, au bout de laquelle il fait une deuxième récidive où il ne répond pas, ça, donc c'est de l'indication d'une cure radicale. Si la chirurgie est contre-indiquée, si le goitre est de petit volume, donc on va opter pour l'irathérapie. On opte pour la chirurgie par défaut d'irathérapie. Donc, il y a des indications non scientifiques de l'irathérapie, des indications non scientifiques de la chirurgie. Le docteur Othman est là pour nous encourager à garder espoir.
Normalement, j'ai fait le tour de toutes les questions qui ont été posées actuellement et donc vous m'avez envoyé par mail. Reste la question donc du schéma de facteurs de risque cardiovasculaire au cours des dyslipidémies que je n'arrive pas du tout à comprendre. Si me renvoyez par mail, je pourrais vous répondre par mail également. Donc ne quittez pas, Dr Othman va enchaîner avec vous donc pour un cas clinique concernant les nodules thyroïdiens, notamment donc l'exploration de la thyroïde. Une petite pause de 5 minutes, le temps qu'elle s'installe et on reprend, d'accord? Bon courage. Donc, je vous laisse avec Dr Othman. Juste, je vais voir quelles sont vos questions. C'est bon, la pause est déjà faite. Ne vous changez pas de poste. Vous allez enchaîner avec Dr Othman. Un cas clinique concernant le TD que vous auriez dû faire, donc le nodule thyroïdien. Donc, ça va vous faire une sorte de révision pour les questions de stage. D'accord?
Très bien. Donc, je vous laisse avec Dr. Rothman. Vous lui écrivez vos questions, c'est vos remarques si vous n'entendez pas et tout. D'accord? On va arrêter ou pas? La connexion est bonne? Alors, ok. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien profité de vos longues vacances. Bon, on va faire aujourd'hui un cas clinique qui va traiter un peu des nodules thyroïdiens. On va avoir c'est un cas clinique mais qui contient deux cas cliniques. Donc, on commence. C'est une patiente. Donc, c'est une jeune femme âgée de 36 ans, mariée, mère de 2 enfants, qui présente une gêne à la déglutition avec une apparition d'une petite masse cervicale. Quels sont les examens anamnestiques importants, ou les éléments anamnestiques, pardon, importants à rechercher chez la patiente? Je ne sais pas si je dois vous laisser réfléchir. Est-ce que... Ok. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Ah, oui, je vais aller doucement. Ouais. Alors, voilà. Les éléments anamnestiques importants à rechercher chez la patiente, c'est ses antécédents personnels. Est-ce qu'il y a un problème de dysfonctionnement thyroïdien, d'un goitre ancien, d'un traitement goitrigène, d'une irradiation cervicale dans l'enfance? Les antécédents familiaux à rechercher absolument, c'est pareil. C'est le problème de dysthyroïdie familiale, d'un cancer thyroïdien dans la famille, d'endocrinopathie, qui peuvent rentrer dans le cadre de NEM. De NEM. Donc vous avez vu probablement, vous avez le TD devant vous et que vous devez connaître déjà à l'avance. On doit rechercher ou caractériser le nodule. L'ancienneté du nodule, la date et son mode d'apparition, si c'est une apparition brutale ou progressive. Le caractère évolutif, est-ce que ce caractère progressif était rapide ou plus ou moins lent? Les signes accompagnateurs, est-ce que ça s'accompagne d'une cervicalgie, de signes infectieux? Et des signes fonctionnels, on recherche forcément des gènes, une dysphagie, une dyspnée, une dysphonie. Les signes de dysthyroïdie également doivent être recherchés, une tachycardie, agitation, hypersudation, une asthénie, une diarrhée ou un flush syndrome. Par quel examen clinique doit-on commencer? On commence par l'examen clinique du cou, d'abord l'inspection. Donc le cou en position assise, donc le patient est en position assise, la tête relâchée sur une chaise, donc le patient est assis sur une chaise, la tête relâchée, puis en hyperextension, c'est-à-dire la tête jetée en arrière. On inspecte le cou dans cette position. Ensuite, on inspecte en demandant au patient de faire de déglutir pour voir l'état de la peau en regard. Est-ce qu'elle est œdématielle? Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'il y a une grosse masse? Est-ce qu'elle est palpable? On va la grader, bien sûr. La palpation examen clé, où le médecin se positionne derrière le patient. Elle doit être minutieuse. Donc le médecin se place derrière le patient, son cou en légère flexion, et elle doit préciser le siège du nodule. Est-ce qu'il est ismique, latéral, le volume à peu près, est-ce que ça correspond à un doigt, 2 doigts, à peu près c'est un volume de 3 cm, 2 cm, c'est très important aussi. Sa forme, est-ce qu'elle est ovalaire, irrégulière? Est-ce que sa surface est bosselée? Est-ce qu'elle adhère au tissu? La consistance, elle est plus ou moins ferme? Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est molle? Et la mobilité par rapport à la peau, aux muscles et à la déglutition. Les limites, est-ce qu'elles sont nettes? Ou la sensibilité? Si la masse, elle est sensible, douloureuse, ça peut nous orienter vers quelque chose de plutôt inflammatoire ou infectieux. Par quel autre examen clinique doit-on compléter la palpation cervicale?
Ok, je vais remettre le cas. Je suis désolée, hein, c'est pas la. Donc je vais remettre le cas. Je vais tout refaire. Donc je vais encore refaire Melwool. Je refais. Il n'y a pas de souci. Donc c'est une jeune femme âgée de 36 ans qui est mariée, mère de 2 enfants, qui présente une gêne à la déglutition et une apparition d'une petite masse cervicale. C'est ça le cas. Donc en consultation, on peut recevoir énormément de ce cas-là, de ces cas-là, donc de ces genres de patientes. L'élément anamnestique à rechercher, j'ai dit qu'il fallait avoir les antécédents personnels de la patiente. Est-ce qu'elle a un problème de goitre ancien? Est-ce qu'il y a un problème de dysthyroïdie? Donc, est-ce qu'elle a un problème d'hyper ou d'hypothyroïdie? Est-ce qu'elle a reçu un traitement? Est-ce qu'elle reçoit un traitement? Est-ce qu'elle a été sujette à une irradiation cervicale? On cherche aussi les antécédents familiaux de cancer de la thyroïde, de dysthyroïdie familiale, de thyroïdite, ou d'endocrinopathie, bien sûr, qui rentre dans le cadre de NEM. La caractérisation du nodule donc, est très importante. L'ancienneté, le caractère évolutif, est-ce que c'est récent, c'est ancien, est-ce que c'est évolutif? Est-ce qu'il y a des signes accompagnateurs? Est-ce qu'elle est très gênante? Les signes d'agressivité vont vers une dysphagie, une dysphonie, une dyspnée. Et bien sûr, chercher à comprendre si on a une glande qui est hyper sécrétante ou pas sécrétante du tout. Je suis désolée, hein. Donc, il y a un petit bug, il y a des coupures a priori. Par quel examen clinique doit-on commencer? J'ai dit l'inspection, du coup, la palpation. La tête, d'abord, donc la palpation doit être minutieuse. Le médecin se place derrière le patient, son cou en légère flexion. Elle doit préciser l'isthme, le siège, est-ce qu'il est isthmique, est-ce qu'il est lobaire, latéral, droit ou gauche, le volume, la forme, la surface, la consistance. Est-ce que c'est mou? Quand c'est mou, on est plus tranquille. Quand c'est dur et adhérent, on est beaucoup plus inquiet. Donc la mobilité, est-ce qu'il est adhérent? Est-ce qu'elle est collée à la peau? Est-ce qu'il bouge lorsque le patient avale sa salive? Et les limites, est-ce qu'il a des limites nettes? Est-ce qu'il est un peu fondu avec les muscles, avec les tissus avoisinants? Et la sensibilité. La sensibilité, si le nodule, en fait, plus les cancers sont indolores. Donc plus il est sensible, plus on pense plus à une atteinte infectieuse ou inflammatoire. Quel autre examen clinique doit-on compléter? Doit-on compléter la palpation? Donc on parle de la palpation cervicale de la loge thyroïdienne, ce n'est pas tout l'examen clinique, donc on est obligé de faire l'examen régional, c'est-à-dire rechercher les adénopathies. Et c'est un examen systématique à la recherche de signes de compression. On palpe aussi les aires ganglionnaires centrales, c'est-à-dire sous la thyroïde, entre le bord inférieur de la thyroïde et la fourchette sternale. Les aires jugulo-carotidiennes droite et gauche doivent être minutieusement inspectées et les aires spinales, c'est-à-dire derrière le cou, de façon bilatérale. L'examen général aussi est très important à la recherche de signes de dysthyroïdie. Donc, voir la peau, l'état de la peau, faire un examen cardiologique, enfin, prise d'attention, rythme cardiaque, prendre le pouls, etc. C'est des signes qui doivent être recherchés. S'il y a des tachycardies, vous en pensez à des signes d'hyperthyroïdie. Quel examen biologique demande de temps? En première intention. La TSH, c'est l'examen qu'on demande en première intention. Pardon. La TSH en première intention. Ça, c'est l'examen premier biologique qu'on doit d'abord faire. Quel examen paraclinique doit-on préciser? C'est-à-dire l'examen radiologique. L'examen radiologique qu'on doit prescrire, c'est l'échographie cervicale dans ce cas. OK. Résultat. La patiente revient en consultation avec son bilan. On a demandé une TSH et on a demandé une échographie cervicale. Sa TSH est normale. Mais l'échographie revient en faveur d'un nodule gauche isolé, suspect de 18 mm, classé E-4 et pas d'adénopathie cervicale. Bon, voilà, donc TSH normal, échographie, nodule suspect de 18 mm, classé E-4. Doit-on pousser les explorations biologiques? Pardon, hein?
Oui, voilà, c'est ça la bonne réponse. Et qu'on doit pousser les examens. Pardon, je ne sais pas où est-ce qu'on est là. Doit-on pousser les explorations biologiques? Oui, parce qu'on doit demander d'abord un bilan biologique en pensant qu'il y a possibilité d'une masse suspecte. Voilà, donc on doit éliminer un cancer de la thyroïde, c'est-à-dire de souche folliculaire, mais aussi on doit éliminer tout ce qui est cancer médulaire. Donc on est obligé de faire la calcitonine et les ACE. On l'a déjà vu dans le cours du cancer de la thyroïde. Pourquoi? Parce qu'il y a un faible risque, mais qui doit absolument être éliminé, du carcinome médulaire de la thyroïde. Donc, cette patiente a eu une TSH normale et un bilan biologique à la recherche des cancers médulaires qui était normal. Les calcitonines étaient normales et les ACE normales. Voilà, un petit schéma que vous connaissez peut-être, qui parle des nodules thyroïdiens. Donc, nodules thyroïdiens palpés ou de découverte fortuite, on fait l'interrogatoire, on dose la TSH, et là, on est dans ce cas de figure, pardon, on est dans ce cas de figure, la TSH normale ou haute. Là, on est obligé de faire une échographie et une cytoponction selon le score Eutirade et la taille du nodule. Voici les paramètres très importants qu'on doit suivre, c'est-à-dire l'échographie doit être faite et la cytoponction. Donc, selon nos critères de forte suspicion d'un cancer de la thyroïde, selon la classification Eutirade, on est ici. Donc, Eutirade 4, c'est un risque intermédiaire où, en général, on a une forme ovoïde de la masse. Elle est moyennement hypoéchogène, sans suspicion, sans critère de forte suspicion. La malignité, le risque de malignité autour de 6 à 17%. Bien, donc on est dans ce cas de figure-là. Doit-on demander une cytoponction? Je vous pose la question, est-ce qu'on doit demander une cytoponction? Oui. Pourquoi? Pourquoi oui? Parce qu'on est dans ce cas de figure. Dans un Eutirade 4, il faut que le nodule soit supérieur à 15 mm. Et on est dans le cas supérieur à 15 mm parce que le nodule a une taille de 17 mm. Donc oui, on est obligé. Si on avait un nodule qui était classé par le radiologue en Eutirade 3, par exemple, la taille du nodule doit être supérieure à 20 mm pour qu'il puisse être fonctionné, sauf dans le cas où c'est un kyste simple qui est compressif. C'est-à-dire, là, c'est vraiment pour le côté fonctionnel, on diminue la pression du nodule qui est du kyste sur la thyroïde ou sur la trachée éventuellement ou l'œsophage. Pour les Eutirade 5, on n'attend pas à avoir un nodule à 15 mm ou à 20 mm. Dès la taille de 10 mm, on est obligé de faire une cytoponction. Les résultats de la cytoponction sont revenus. Donc la patiente revient avec une cytoponction qui a été faite. Elle revient en faveur d'atypie cellulaire de signification indéterminée. On revient bien sûr à notre classification en tant que bon généraliste et on est dans ce cas de figure. Donc dans ce cas, l'atypie cellulaire significative, c'est ça. On a quand même un risque de 5 à 15% que ça soit réellement un cancer. Donc on va répéter la FNA qui est Fine Needle Aspiration, c'est-à-dire la cytoponction guidée par aiguille fine. Après 3 mois, une cytoponction a été refaite et qui revient en faveur d'une suspicion de malignité. Quelles sont les options thérapeutiques? Non, effectivement, la cytoponction n'est pas systématique devant tous les nodules. Vous connaissez maintenant la classification Bethesda selon, en fait, le tableau que je vous ai montré, il est précieux. Parce que là, on a la taille du nodule selon la classification Eutirade. Encore faut-il qu'il y ait un bon radiologue qui puisse faire la classification Eutirade que vous connaissez bien, qu'on a fait pendant les cours. Donc tous les nodules ne sont pas effectivement, doivent pas être ponctionnés systématiquement, sauf, donc en fait, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tous les nodules Eutirade 3, 1 et 2 ne doivent pas être ponctionnés, et tous les nodules supérieurs à 20 cm doivent être ponctionnés, quelle que soit leur classification Eutirade, puisque même la classification, le Eutirade 3, il faut qu'il soit supérieur à 20. Est-ce que c'est clair?
Tout nodule supérieur à 20 cm doit être ponctionné, quel que soit son eutirade. Et les eutirades inférieures à 3 ne doivent pas être ponctionnés. Est-ce que c'est clair? Voilà, on revient. Quelles sont les options thérapeutiques maintenant? Qu'avons-nous à proposer comme option thérapeutique? La chirurgie thyroïdienne, bien sûr. Donc, la chirurgie a été programmée 3 semaines après la cytoponction. Une lobectomie gauche a été pratiquée au service d'ORL du CHU. Les suites chirurgicales ont été très simples et très favorables. Et les résultats d'Alnapad sont revenus en faveur d'un carcinome papillaire, variante vésiculaire de la thyroïde de 17 mm. Bien, donc on a ces données-là. Quelles sont les complications post-chirurgicales qu'on doit rechercher systématiquement dans toute chirurgie thyroïdienne? C'est simple, il faut rechercher 2 signes. C'est la dysphonie et l'hypocalcémie. La dysphonie, c'est simple, on pose la question au patient, est-ce qu'il a eu des problèmes à parler? Est-ce qu'il y a une diminution de la voix, altération de la qualité, etc. L'hypocalcémie, c'est simple, on fait un bilan à la recherche pardon, oui, je donne votre... Oui, l'hypoparathyroïdie, recherche... Voilà, c'est ça en fait. L'hypocalcémie, c'est dû à une altération de la vascularisation des parathyroïdes. Ce qui nous gêne, c'est l'hypocalcémie. Donc la dysphonie et l'hypocalcémie. Bien, j'avance. Alors, on revoit le patient en chirurgie. Est-ce qu'on le renvoie? Est-ce qu'on renvoie en chirurgie? Est-ce que ce patient, on a fait juste une lobectomie, d'accord? On avait une loboismectomie droite, là où il y avait le nodule. On a enlevé et on a laissé l'autre lobe. Est-ce qu'on est obligé d'enlever ou pas? Oui. Dans ce cas-là, parce que le nodule est gros, et parce que ici en Algérie, on ne peut pas suivre le patient. On n'a pas les moyens de faire une surveillance active. Donc, on est obligé de finaliser ou de totaliser la chirurgie. Donc, pour une thyroïdectomie totale avec curage central. C'est-à-dire, on va le renvoyer vers le service d'ORL pour une thyroïdectomie totale, pour enlever l'autre lobe restant avec éventuellement un curage central, c'est-à-dire de la loge centrale sous-thyroïdienne. Est-ce qu'on prévoit un traitement hormonal? Évidemment. Comme vous le savez tous, le cancer de la thyroïde, maintenant c'est une patiente qui a un cancer de la thyroïde, il est d'excellent pronostic. Dans ce cas de figure, il est d'excellent pronostic, il n'y a pas d'adénopathie cervicale et probablement pas de métastase à côté. Le traitement hormonal, il est très important. Donc, première option thérapeutique, c'est la chirurgie. Et deuxième option thérapeutique, c'est le traitement hormonal. C'est quoi le traitement hormonal? C'est le lévothyrox. Lévothyrox à dose substitutive, parce qu'on substitue ce qui nous manque comme hormone thyroïdienne, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une activité normale, substituer uniquement, et aussi freiner, c'est-à-dire que le taux de TSH, comme c'est un cancer hormonodépendant, c'est très important que la TSH soit freinée pour ne pas stimuler ces cellules cancéreuses éventuellement, si elles sont encore là. Donc, le lévothyrox à dose substitutive est freinatrice et prescrite autour de 150 microgrammes par litre le matin à jeun, un des piliers du traitement de le cancer de la thyroïde. Et le but, je vous le dis de façon orale, c'est de maintenir une TSH inférieure à 0,1. D'accord? Une TSH inférieure à 0,1. Pourquoi on fait le curage si pas d'adénopathie? Le curage, il est fait systématiquement. Pourquoi? Normalement, il doit être fait systématiquement. Pour quelle raison? Parce que justement, on n'a pas l'extemporané. En Europe, ils ont les moyens de faire un ganglion sentinelle. C'est quoi le ganglion sentinelle? C'est-à-dire qu'ils vont prélever un seul ganglion qu'ils vont pouvoir analyser sur, presque quasi simultanément au moment de la chirurgie et avoir un diagnostic. D'accord? Donc, comme nous, on n'a pas l'extemporané, on est obligé de faire un curage central. Mais je vous dis ça c'est en théorie. Hein. En réalité, personne ne fait le curage central. Mais ça, c'est la littérature. On est obligé de faire un curage